Merci à Régis Mathieu et à toute l'équipe de m'accueillir ce soir. Je me sens extrêmement privilégié dans cet environnement de bronze doré et de cristaux que j'adore et qui me passionne depuis de très nombreuses années. Alors, avant d'aborder les éclairages et les bronzes dorés en France au XVIIIe siècle, il convient de parler d'une chose qui est que depuis les temps les plus reculés, l'homme a cherché toujours à dissiper les ténèbres qui s'abattaient sur lui avec la régularité du soleil qui se couche. Il a pour cela développé évidemment des stratégies que je vais rapidement vous exposer en introduction. Et on verra que ces stratégies vont évoluer avec le temps, jusqu'à culminer au XVIIIe siècle avec la mise au point d'éclairages tout à fait perfectionnés grâce au savoir-faire et au talent des bronziers. Alors je vais me servir de cette petite télécommande. Vous voyez ici l'homme préhistorique avait développé des lampes en grès, des coquillages également qui ont été retrouvés dans des grottes et sur des sites. Et ces éclairages leur permettaient évidemment de vaincre l'obscurité. Ils étaient alimentés par des matières liquides inflammables. Il s'agissait de graisse animale la plupart du temps, de moelle de chèvre, de mouton ou même de bovidés. L'Antiquité a perpétué ce savoir-faire, voyez, en développant des créations tout à fait raffinées, qu'on voit ici. Il s'agit évidemment de lampes à huile que vous voyez suspendues, alors à une ou plusieurs lumières. Donc il y a déjà les prémices des candélabres. Mais ces éclairages à huile possédaient quelques défauts, puisque l'huile éclairait peu et produisait beaucoup de fumée. Donc en fait, on n'y voyait pas très bien. En outre, les huiles qu'on utilisait étaient soit végétales, elles pouvaient être à base d'huile d'olive dans les pays méditerranéens, ou animales. Dans les pays du Nord, on utilisait de l'huile de graisse de baleine. Et les Romains ont mis au point ce qu'on appelle des chandelles. C'était des combustibles solides à froid. Ces chandelles étaient faites à base de graisse animale, à base de suif principalement. Alors jusqu'au XVIIIe siècle, le terme chandelle qu'on utilise pour ce type de support désigne indistinctement la chandelle de suif ou la bougie de cire. Alors, le problème de ces chandelles en suif, en graisse animale, c'est qu'elles brûlaient très mal, elles crépitaient, elles fatiguaient la vue, elles dégageaient une odeur assez nauséabonde puisqu'une odeur animale, et la mèche faisait des boulettes, et pour couper ces boulettes qui crépitaient, il fallait utiliser ces mouchettes, vous voyez, des mouchettes pour les moucher, ce qu'on appelait moucher la chandelle. Ici un modèle 18e. Alors les gens aisés préféraient de loin la bougie blanche, qui était la bougie à base de cire d'abeille. Alors vous me direz, la bougie à base de cire d'abeille, au départ, elle n'est pas vraiment blanche, elle est jaune. Alors le jaune est une couleur qui était très peu prisée sous l'Ancien Régime. Je vous renvoie au travail de Michel Pastoureau sur les couleurs. Donc il y avait divers procédés pour blanchir la cire. On la laissait le plus simplement au soleil pendant 10 à 20 jours et on obtenait ainsi cette belle couleur blanche que vous voyez sur cette image. Une reconstitution a toutefois été tentée. En 2007, lors de l'exposition Quand Versailles était meublé d'argent, Jacques Garcia avait décidé d'équiper les pièces du grand appartement de bougies dont l'intensité lumineuse rappelait l'intensité lumineuse qui existait au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors il faut rappeler que lors de ces soirées d'appartement, les gens qui étaient invités étaient émerveillés par la lumière qui régnait dans ces pièces. Et nous, lorsque nous sommes pénétrés dans les salles, en fait, nous étions plongés dans une douce pénombre. Donc c'est dire à quel point la différence de lumière était vraiment prenante. Pour évidemment présenter toutes ces bougies, il fallait plusieurs supports. Tout au long du XVIe, XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe, on envisage plusieurs supports. Vous voyez, on a des supports en porcelaine, en céramique, en verre, en laiton, mais les supports en céramique et en verre se cassent, donc on préfère de loin les supports en métal, dont des supports en laiton, vous voyez, comme ceci.
Et puis évidemment, on va se diriger très doucement vers le bronze doré. Il y aura également des supports en bois, des flambeaux et des lustres en bois, mais là aussi pour des raisons que vous imaginez bien, d'incendie, ce sont des lustres qui seront, des supports qui seront rapidement abandonnés. Alors, Pierre Verlet qualifie le XVIIIe siècle du siècle du bronze doré. Je crois qu'il n'est pas inutile de préciser qu'il s'est imposé suite aux fontes du mobilier d'argent du roi Soleil dès 1689, liées aux dépenses de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Ensuite, il y a eu les édits somptuaires qui ont interdit l'emploi de tout métaux précieux pour fabriquer des pièces de mobilier, et également l'emploi de l'or pour dorer les meubles de bois, et également le bronze doré. Le bronze ne pouvait pas être doré puisque là aussi l'or devait être converti immédiatement en numéraire. Donc, toutefois, le besoin de remeubler Versailles dans sa splendeur royale s'est imposé assez rapidement au roi. Il faut remplacer ce qui a disparu, et le roi fera donc des exceptions pour lui-même et sa famille. Les lois sous l'Ancien Régime sont appliquées, vous savez, de façon très élastique. On continue par exemple à réaliser les trophées de la Galerie des Glaces, comme celui-ci, dont la pose s'achève en 1703, donc bien après les édits somptuaires et les fontes de 589. Et ils sont dorés, évidemment. On note également des livraisons de meubles rehaussés de bronze, presque tous livrés par Boulle entre 1701 et 1714. Les tables de la ménagerie, par exemple, des pieds de pendule, des commodes, etc. Et les luminaires ne sont pas en reste, puisque on relève de la livraison de bras de lumière pour le Grand Dauphin, pour son château de Meudon, entre 1699 et 1701. Donc on voit que les édits somptuaires ne sont pas du tout respectés par la famille royale. De plus, vous avez les plaintes des artisans qui n'ont plus de travail, les plaintes du public et tout simplement la vie quotidienne qui fait que le roi va relâcher les mesures de coercition petit à petit. En 1701, d'ailleurs, il permet à tout doreur et ouvrier de faire, vendre et débiter à l'avenir des chandeliers et des flambeaux de toute grandeur, bobèches simples et à deux mèches, des mouchettes, des porte-mouchettes, le tout argenté. Un arrêt suivant en 1711 traite des garnitures d'or et d'argent, et bronze doré et autres métaux. Alors vous voyez, on fait comme si c'était rien passé, comme s'il n'y avait pas eu d'édit somptuaire, et on doit admettre ici que l'activité des bronziers et des doreurs est vraiment repartie à ce moment-là. Dès lors, tout est en place pour que se développe cette activité sans la concurrence de l'argent. L'argent, lui, perdurera par le biais des orfèvres pour les arts de la table principalement, et il restera un peu en faveur dans les grandes maisons pour quelques flambeaux et quelques lustres, mais ça reste assez limité en termes de production. L'aristocratie aimait beaucoup le blanc de l'argent parce qu'il reflétait évidemment très bien la lumière. Donc, quelques modèles ici de supports mobiles créés pour le roi. Donc ici, vous avez un modèle dit au modèle du roi. Voilà, parce que le flambeau, c'est quand même l'ordinaire de l'éclairage au XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'au XVIIIe, on se tient dans la pièce dans laquelle on s'éclaire, et que le flambeau, évidemment, c'est un élément mobile qu'on peut déplacer au gré de ses besoins. On se promène, on se déplace avec un flambeau à la main, puisqu'on n'y voit rien dans la maison. Les lustres ne sont pas éclairés en permanence. Et il faut quand même savoir que une personne de qualité se faisait toujours précéder d'un laquais tenant un flambeau. Une duchesse pouvait avoir recours à 2 laquais la précédant, chacun tenant un flambeau. Quant à Louis XIV, c'est le roi, il était précédé d'un huissier qui portait 2 grosses bougies. Il était suivi par 4 pages qui tenaient chacun un flambeau. Donc vous voyez la présence du roi illuminée par toutes les pièces dans lesquelles il passait. Donc ici, c'est ce fameux modèle du roi qui a été identifié par Yves Carlier. Il est destiné aux maisons royales et il est produit entre 1752 et 1783 sans affectation particulière. Il était fait pour servir. C'est un dessin de François Thomas Germain, donc un orfèvre, qui a donné le modèle. Et dans les inventaires versaillais, on trouve pas moins de 215 paires recensées dans les comptes royaux, déclinées donc en 3 tailles, comme vous l'expliquiez, d'entre 22 et 33 cm.
Donc le premier modèle livré en 1952 est livré par Germain et Lérotier à côte droite. Et ensuite, nous aurons un modèle à côte torse, vous voyez, à gauche, qui se perd à partir de 1774. Pour les maisons royales, on note également une évolution de modèles. Vous voyez, à l'époque Louis XVI, on a ces modèles à cannelure et à canaux redentés, ces modèles très prisés dans les maisons princières et royales. Et à côté des modèles simples qui sont livrés, il y a des modèles qui sont beaucoup plus complexes, qui sont, eux, conçus vraiment avec une destination particulière. Ici, vous avez un modèle de Van Cleve, qui a été réalisé pour le roi, précisément, et fourni par l'orfèvre Nicolas Delaunay. Voilà, une autre paire encore de Van Cleve, vous voyez, avec deux personnages, livrés pour le garde-meuble royal. À l'époque Louis XV, on a des modèles de flambeaux tout à fait ambitieux, dont celui-ci qui a été livré pour célébrer la naissance d'un enfant de Marie Linzinska, et qui se trouve aujourd'hui à la Fondation Gulbenkian. Vous avez le dessin à côté, qui est un dessin de Meissonnier. Et puis, le goût antiquisant faisant son grand comeback suite aux découvertes de Pompéi. Vous avez ici un modèle qui est réalisé par Gouttière vers 65-67 et qui est très masculin, qui est très dans le goût, ce qu'on appelle le goût à la grecque. Il y a également des flambeaux dits pour les jeux, qui sont des flambeaux de petite taille afin de ne pas gêner les joueurs. Ils éclairaient juste la table à jeu. Et on en a un exemple, vous voyez, sur ce dessin de Moreau le Jeune. Ici, on voit très bien que les flambeaux sont placés aux angles de la table et permettent aux joueurs de voir le jeu et de jouer sans être gênés par le... Ensuite, invention également de l'époque Louis XVI, c'est le flambeau de bureau, en bronze doré ici toujours, avec un garde-vue en tôle, dont la hauteur était réglable et qui permettait d'éclairer juste ce qu'on souhaitait sur la table. Et ensuite, il deviendra l'ordinaire de la table dite bouillotte, autour desquelles les gens joueront. Alors à côté de ces flambeaux sont développés des modèles un peu plus ambitieux comme les girandoles. Ce sont des modèles qui apparaissent à l'époque Louis XIV, vers 1760. Il s'agit donc de chandeliers à plusieurs bras de lumière, de composition pyramidale, et les lumières se répartissent sur plusieurs rangs, comme vous le voyez sur ces images. La partie centrale constitue une sorte de couronnement, et ce qui est important de souligner, c'est l'emploi du cristal, le cristal de roche, dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard, qui souligne le côté merveilleux de l'objet, et qui accentue le scintillement, bien entendu, de la lumière. Alors vous avez des girandoles de petite taille qui sont placées sur des guéridons, vous voyez, dans les angles des pièces et le long des murs, de manière à ne pas laisser de zone d'ombre, c'était le but de ce type d'éclairage, ou pour des pièces de plus grande dimension, comme ici à Versailles, vous voyez, on les place sur des guéridons hauts, et ça éclaire tout le périmètre de la pièce, puisqu'il y en a dans les angles et le long des murs. Voilà ici la reconstitution qui a été tentée dans le salon de Mercure à Versailles et qui est parfaitement conforme aux inventaires royaux. Donc ici on a des projets, vous voyez, de dessins de girandoles par les Slots, des girandoles en cristal de roche qui ont été livrées visiblement pour Louis XV et dont on peut voir un semblant, une réalisation assez proche dans le modèle qui est ici. Il se trouve au château de Versailles. Alors là aussi on appelle ça une girandole, ce sont des girandoles et non pas des candélabres. Qui ont été créés pour le comte d'Artois, pour son boudoir-turc en 1782. Alors, autre modèle de girandole qui évolue dans le temps tout au long du XVIIIe siècle, ce sont ces girandoles qu'on aurait envie de qualifier de candélabres aujourd'hui, qui sont portées, vous voyez, par des figures, on appelle ça des girandoles à figures, qui tiennent, vous voyez, des bouquets de lumière. Alors, l'invention est de Boiseau, principalement, et vous avez des réalisations, vous voyez, en bronze à plusieurs patines. Et les cristaux ont complètement disparu de ces créations-là. Les cristaux sont réservés à d'autres usages. Ils sont déclinés, vous voyez, en plusieurs types de modèles. Alors l'invention là n'a plus de limite sous Louis XVI. Des petits personnages, d'après Clodion, qui tiennent des petits faunes, qui tiennent des bougies. Ensuite, vous avez ici un griffon, c'est pour la princesse Kinsky à gauche. Et puis un modèle créé par Raymond, vous voyez, triangulaire. Donc vous avez des exemplaires au musée Camondo, ainsi qu'à Versailles.
Et à Versailles, il est bien spécifié qu'ils étaient posés sur des encoignures dans le salon des nobles de la reine. Donc vous voyez, vraiment pour éclairer les angles. Et puis la grande invention également de l'époque, c'est d'associer le marbre et le bronze. Alors là, vous voyez ici qu'il y a une débauche d'inventivité qui se fait, avec tous ces modèles qu'on a repérés, qu'on trouve, employant le marbre et le bronze de diverses manières. Et en dernier lieu, vous avez ici des girandoles faites pour Mesdames à Bellevue, créées par le sculpteur Lorta, qui n'ont pas été répétées parce que, évidemment, la taille du marbre ne permet pas de répéter en de multiples exemplaires ce type d'éclairage. Et vous les avez au Louvre aujourd'hui, et ils étaient placés aux 4 angles du salon de Mesdames à Bellevue. Voilà. Et dernier avatar de ce qu'on va appeler des girandoles, vous avez les girandoles en papier mâché qui ont été créées pour le théâtre de la Reine à Trianon. Donc ensuite, nous avons ce qu'on appelle des supports fixes, qu'on appelle des bras de lumière. Alors c'est pas pour rien qu'on les appelle des bras de lumière. Évidemment, l'expression est née de ces bras qui sont vraiment au propre des bras qui sortent du mur, vous voyez, qui tiennent un flambeau. On trouve également des plaques de lumière, vous voyez, comme ceci, qui sont des plaques de métal poli, repoussées, avec 2 bras de lumière qui se reflètent et qui amplifient donc l'éclairage de la pièce. Alors en laiton, ça peut être également un fond de miroir, comme ici, avec un encadrement argent ou tout argent. Évidemment, vous voyez, on a un assez beau dessin ici anonyme d'un cabinet français vers 1700 qui nous montre l'emploi d'une plaque de lumière sur fond de miroir, curieusement, vous voyez, à droite, au-dessus du canapé. Voilà. Donc on a un essai d'amplification de lumière déjà à cette époque-là. Alors à côté de ça, vous avez des plaques de lumière en céramique qui ont existé et qui n'ont pas perduré très très longtemps, je pense à cause de leur fragilité interne. Voilà. Et ici, il y a une évolution qui se fait, la plaque de lumière disparaît, elle se rétrécit à cause d'une grande invention architecturale, c'est l'invention de la cheminée à la française, qui est la cheminée qui est surmontée d'un miroir, dans un encadrement de boiserie. Alors il n'y a plus trop de place, vous voyez, autour du miroir, au-dessus de la cheminée, pour disposer une plaque de lumière. Donc on rétrécit l'objet, qui devient assez petit, vous voyez, comme sur cette gravure. Ça, c'est le cabinet de la marquise de Seignelay. Ici, c'est la chambre du grand dauphin à Meudon. Vous avez effectivement là, le parti pris est très avancé, vous voyez, de la grande glace au-dessus de la cheminée. Et de part et d'autre de la glace viendront se positionner donc des bras de lumière. Voilà. Et là, vous avez ici les dessins d'Opnor, différents projets d'Opnor, vous voyez, qu'on peut faire réaliser. La cheminée, le trumeau de boiserie avec les glaces, les bras de lumière de part et d'autre. Ils sont asymétriques. Le bras, la partie la plus haute doit être à l'extérieur et le bras le plus bas doit être vers l'intérieur, toujours. On voit vraiment que tout ça a été acquis vers le milieu du XVIIIe siècle. Dans tous les intérieurs, on retrouve systématiquement ce dispositif d'éclairage. Ici, ce dessin représentant Madame Geoffrin dans son cabinet, on voit très bien le laquais en train d'allumer les bras de lumière, vous voyez, au-dessus de la cheminée. Alors la grande idée, c'était effectivement, de la part des architectes, de faire en sorte que, en face de la cheminée, on installe un autre miroir, avec une console en dessous, et comme ça, la lumière pouvait se refléter à l'infini. Alors vraiment, c'est devenu un système très banal, vous voyez, puisque dans les années... à la fin du XVIIIe, vous voyez, au foyer du théâtre français, c'est ce dispositif qui est retenu, vous voyez, des miroirs qui sont agencés de façon à renvoyer systématiquement la lumière, on les voit se refléter à l'infini. Alors à côté de ça, voilà les différents modèles d'appliques qu'on peut trouver dès le départ, des modèles Régence, des modèles Louis XV, vous voyez, plutôt asymétriques, là des modèles carrément rocaille. À gauche sont des modèles qui ont été livrés pour Colorno, donc pour Madame Infante, vers 1745. Et puis des modèles beaucoup plus classicisants et de nouveau symétriques à l'époque Louis XVI. Les modèles utilisés dans les intérieurs civils sont assez simples, comme sur ce tableau. Ils peuvent être en bois doré, peu coûteux, en laiton, à plusieurs branches sur 1 ou 2 rangs. On trouve dans les intérieurs néerlandais, comme ici, de quelques prétentions, un modèle en laiton souvent désigné aujourd'hui sous l'appellation lustre hollandais. Mais en fait, c'est des lustres qui étaient fabriqués en Flandre, et en particulier à Dinan, et qui étaient exportés dans toute l'Europe. Les lustres étaient réservés aux pièces de réception,
La rareté dans les intérieurs des particuliers impose qu'on les loue lors d'événements festifs. On ne conçoit pas une fête sans un éclairage important. La lumière, c'est la fête au XVIIIe. Alors habitué qu'il est à vivre dans une pénombre relative toute l'année, l'homme des XVIIe et XVIIIe siècles est immédiatement émerveillé par le changement d'intensité lumineuse. Voilà, alors on préconise d'accrocher les lustres à 2,40 m du sol pour que ça n'éclaire pas les plafonds, ce qui ne servirait à rien, et que si on les accroche trop bas, on peut se prendre la tête dedans, bien sûr, et puis surtout ça gâte le teint des dames. Donc 2,40 m, c'était la hauteur préconisée. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans les expositions d'art décoratif, on met les lustres, on accroche les lustres à hauteur de vue. On a vu à l'exposition Boulle, les lustres Boulle de la Mazarine sont à hauteur de vue. L'expo Louis XV, ce lustre de Caffieri est également à hauteur de vue pour qu'on puisse apprécier la qualité du travail. Et on se rend bien compte que ce sont des choses d'une qualité d'exécution absolument remarquable. Alors, ça, bon, ce lustre enfant musicien. Et puis, il y a un lustre qui malheureusement n'a pas été identifié à ce jour, peut-être le sera-t-il un jour, parce que les textes nous mentionnent la présence d'un lustre dans le cabinet turc du comte d'Artois, ce qui est un lustre aux autruches et qui, à ce jour, n'a toujours pas été identifié. Alors, la grande trouvaille du XVIIIe siècle, c'est d'avoir compris qu'il fallait rajouter du cristal de roche à tous ces lustres en bronze. En fait, on comprend, comme pour les girandoles, que le cristal permet de multiplier, d'augmenter la lumière et donc l'éclairage des pièces. Alors le cristal de roche, qu'est-ce que c'est ? C'est un quartz d'une très grande dureté, puisqu'il y a un indice de réfraction tout à fait important. Voilà. Ici, vous avez un modèle de lustre à lacet, donc vous pouvez voir un similaire également ici, vous voyez. Voilà. Ce sont les premiers lustres en fait, qui ont été produits avec du cristal de roche. Ce sont alors ça fait appel à plusieurs, là aussi, intervenants. Donc il y a les lapidaires pour le cristal, puis les bronziers pour le bronze. Donc ce sont les marchands merciers qui vont se charger évidemment d'assembler le tout. Et les premiers ornements de cristaux de roche sont assez petits dans les lustres français, car les gisements sont des gisements avec des petits blocs. Donc on n'a pas de grands blocs. Il va falloir attendre la découverte de gisements plus importants en Suisse alémanique, par exemple, pour produire des grands ornements de cristal de roche. Ça viendra un petit peu plus tard. Alors, il y a au Louvre un très beau modèle qui nous est conservé, un modèle milanais du début du XVIIIe, vous voyez, avec des bras en console sur plusieurs étages et des grands ornements, des grandes plaques de roche qui font suite à ces découvertes en fait de cristal. Donc, le cristal de roche, c'est un matériau qui est connu depuis l'Antiquité. C'est un quartz naturel, dont je le disais. On le trouve en France, en Isère. Et puis surtout, pour avoir des blocs, des ornements, des plaques comme ça très importantes, il y a un gisement qui a été trouvé à Meiringen en Suisse au début du XVIIIe. On découvre sur ce site, qui est à 2300 mètres d'altitude, une cavité de plus de 10 mètres de long. Donc c'est quand même pas mal, et on extraira de cette qualité 50 tonnes de cristal de roche. Et le plus gros bloc extrait pesait 400 kg, donc vous imaginez. Alors pour en faire quelque chose de ces blocs, de ce minerai brut, il fallait l'envoyer évidemment chez des lapidaires, comme je vous le disais, et les lapidaires les plus proches, c'était Milan. Finalement, un jet de pierre, sans mauvais jeu de mots, c'était Milan, voilà. Donc à Milan, il y avait des ateliers qui taillaient les pierres dures depuis très très longtemps, depuis la fin du XVe siècle, puisque vous avez un grand nombre de coupes en pierre dure qui sont aujourd'hui conservées à la galerie d'Apollon au Louvre. Donc on savait tailler la pierre, on savait en faire quelque chose, et on savait évidemment travailler le cristal de roche. Donc ces lustres sont assez rares parce qu'ils sont coûteux à réaliser, bien entendu. Ils étaient réservés au roi, à la haute aristocratie, à quelques riches amateurs. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le succès de ces lustres à cristal de roche ne sera pas démenti pendant tout le long du XVIIIe siècle, et on en trouve vraiment jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez, par exemple, vous avez ce lustre-là qui a été donné par la comtesse de Pimodan à Versailles, dont les ornements sont également en cristal de roche. Vous voyez, donc ici, vous voyez, on voit très bien sur ces lustres qui sont à Versailles également, dans la chambre du Dauphin et dans le salon de la Paix, on voit très bien que la structure disparaît au profit de l'ornement.
Et voici quelques éléments de coupe de différents lustres, vous voyez, l'évolution qui est faite du Louis XV au Louis XVI, et qui vous montre la répartition des branches et des ornements sur ces différents modèles. C'est un document qui n'est pas inintéressant. Également ici, un petit lexique des ornements de cristal taillé. Alors, vous avez des lustres donc placés au milieu de pièces, et puis vous avez également des lustres qui sont placés devant des miroirs, ce qu'on appelle des demi-lustres. Là aussi, c'est une invention de l'époque Louis XVI. Ici, c'est un dessin représentant le repas donné au pavillon de musique à Louvciennes. On voit très bien les demi-lustres sur les glaces qui se reflètent et qui donnent l'impression de lustres entiers. Ce procédé, vous voyez, sera repris également pour le boudoir d'argent de Marie-Antoinette à Fontainebleau. Alors, ce ne sont pas les modèles livrés pour Marie-Antoinette, ce sont les modèles livrés pour Joséphine. En fait, ils ont quand même encore d'esprit extrêmement Louis XVI, vous voyez, avec des têtes d'aigle et des lyres. Donc vous avez la face et le revers, on voit très bien la structure. On a aussi une invention, enfin, qui va prendre corps vraiment dans la seconde moitié, au 18, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ce sont les lanternes, vous voyez. Les lanternes, jusqu'à l'époque Louis XV, sont réservées vraiment aux pièces de passage, aux cours, etc., aux écuries. Elles sont réservées aux extérieurs, en fait. On ne les emploie pas dans les intérieurs. Il va falloir attendre vraiment la période Louis XV pour qu'elles pénètrent dans les intérieurs. Et on va les réaliser évidemment en bronze. Alors on va les trouver prioritairement dans les lieux de passage, les lieux où il y a des courants d'air, les vestibules, les escaliers, puis ensuite les pavillons de jardin, et puis les pièces à courant d'air, telles les pièces d'angle, les salles à manger d'été, les salons aux portes-fenêtres qu'on pouvait laisser grandes ouvertes l'été. Alors, elle a subi plusieurs avatars. On pense que cette lanterne faisait partie d'une série de 2, une paire. Elles étaient à Bellevue, dans le grand salon de mesdames, d'après certaines recherches. Et puis, il y a eu quelques, modifications, de la suspension. À la fin du XIXe siècle, la suspension originale, qui avec un serpent, a disparu, remplacée par des chaînes, c'est pas très heureux. L'ustrion a disparu également. Et au XXe siècle, vous voyez, on a essayé de tenter une reconstitution de la suspension, voilà, qui est comme elle est, mais la carcasse, par contre, est absolument remarquable. Vous voyez, avec les zéphyrs, là, ou les alizés qui soufflent, etc. Et vous voyez, elle est à 2 tons, elle a ton doré et ton argent. Et ça, c'est vraiment une petite merveille. Alors, il y en avait 2. On suppose que la seconde a disparu dans l'incendie des Tuileries, mais c'est à vérifier parce qu'il y a toujours des choses qu'on croit perdues dans l'incendie des Tuileries et qui ressortent en vente aux enchères. Donc, faut surveiller les catalogues de vente. Je crois que c'est une des plus belles lanternes qui soit. Mais oui, complètement. Alors, elle a curieusement subi un petit avatar, puisque cette lanterne, lorsqu'elle a été livrée en 85, je crois, pour Marie-Antoinette par Thomire, elle était munie au sommet des montants, qui font des carquois, elle était munie, il y avait 4 petits aigles, des aigles héraldiques, qui représentaient des aigles de Maison d'Autriche, qui sont restés là pendant la Révolution, qui sont restés là Premier Empire, Louis-Philippe, etc. Et à la chute du Second Empire, des fonctionnaires zélés ont jugé que ces aigles représentaient peut-être trop le pouvoir impérial, alors quand même la lanterne est assez haute. Et donc les aigles ont été enlevés, ont été remisés dans un placard, et on ne sait pas où ils sont aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le petit truc de la lanterne. Il faut chercher à Versailles, dans tous les placards, et ouvrir tous les tiroirs pour voir où sont passés les petits aigles. Voilà. Alors, on a évoqué beaucoup de choses là sur les bronzes. Moi, je voulais quand même passer un peu rapidement, quand même, vous expliquer comment est-ce qu'on fabriquait au XVIIIe siècle ces bronzes dorés. L'Ancien Régime pratique la division du travail, comme vous le savez, qui est très encadré par le régime des corporations. À chaque étape de la création d'une œuvre correspond un intervenant et un savoir-faire particulier. Alors, pour la conception d'un projet d'intérieur nouveau, on fait appel à un architecte ou un ornemaniste, vous voyez, qui va donner des projets. Et ensuite, ces projets seront réalisés ou amendés tels qu'ils ont été dessinés. Alors, on a la chance d'avoir comme exemple ici les dessins pour le roi de Pologne, Stanislas Poniatowski,
Il accède au trône en 1764 et il demande à sa grande amie, Madame Geoffrin, de lui conseiller un architecte. Alors, ce sera le protégé de Madame Geoffrin, le jeune Victor Louis, qui va s'installer à Varsovie en 1765 et qui va nous laisser les élévations. C'est pour vous montrer quelques exemples de travail, vous voyez. Donc ici, vous avez une pièce sur laquelle on voit sur la console, sur ces deux dessins, on voit ce qu'on va appeler aujourd'hui des candélabres, pour faire simple, avec des aigles héraldiques, vous voyez, de la Pologne à la base. Et ici, vous avez un dessin coloré qui montre que ce sera doré, vous voyez. Et nous avons ici un autre modèle, vous voyez, de girandole, qu'on va appeler girandole, vous voyez, qui a été également dessiné, qu'on aperçoit sur ce projet, et qui sera réalisé lui aussi, vous voyez, juste à côté. Voilà. Alors, ce sont des choses qui ont été réalisées par Caffieri. Comment? Oui, le fils, oui, tout à fait. Et puis pour le salon d'assemblée, vous voyez, Prieur dessine Louis dessine des bras de lumière. Vous avez le dessin à gauche et vous avez la réalisation des bras qui ont été confiés à Prieur et qui se trouve aujourd'hui au musée Camondo. Donc une fois le modèle choisi sur papier, alors on va réaliser ce qu'on appelle la fonte de la pièce. On va d'abord s'adresser à un modeleur, sculpteur, qui va réaliser la pièce en 3D. Alors ça peut être un modèle en terre cuite, en plâtre réfractaire, n'est-ce pas, même en métal. Et on va utiliser ce qu'on appelle un bac à sable. Vous voyez, ce sont des bacs à sable. Alors ça, ce sont des illustrations issues des maquettes qui ont été réalisées pour Madame de Genlis, à sa demande, pour éduquer les enfants du duc d'Orléans. Elle a fait réaliser différents ateliers, des métiers qui existaient en France. Et ça c'est un atelier de fondeur. Donc vous voyez les bacs à sable dans lesquels vont être moulés, vous parliez du sable tout à l'heure, pour mouler les bronzes, vont être moulées les pièces. On va imprimer la pièce à fondre dans le sable. Pour ça, on utilise un sable le plus fin possible pour que les reliefs soient rendus au mieux. Et le sable du bassin parisien est parfaitement réputé pour ça, il est très très fin. On imprime donc l'empreinte de l'objet sur le sable, on ménage un évent pour l'écoulement du métal en fusion, et une fois qu'on verse le métal fondu, quand le métal est refroidi, on obtient la pièce, vous voyez, à côté. Alors après, l'étape suivante, évidemment, une fois que le bronze est démoulé, c'est la ciselure. Hein. Elle se pratique en atelier à l'aide de ciselets en acier trempé. C'est une étape cruciale puisque le ciseleur va supprimer les barbes de fonte, corriger les défauts, créer les mats et les polis, les ombres et les lumières, des veloutés, des brillants, dont tout son bronze tire son individualité. Alors, selon le prix, évidemment, que le commanditaire souhaite y mettre, la ciselure sera plus ou moins poussée. C'est pour ça qu'on a des bronzes 18e qui sont d'une qualité éblouissante parce que ce sont destinés à des commanditaires fortunés et difficiles, puis des bronzes 18e qui sont d'une qualité, on va dire, moyenne, parce qu'effectivement, de qualité courante pour des gens qui avaient moins de moyens, mais qui voulaient avoir l'image, l'idée, plus que la qualité. Voilà. Ensuite, l'autre étape, c'est la dorure. Alors, je devrais dire les dorures, puisqu'il y en a plusieurs. C'est la dorure à l'or moulu qui est la dorure la plus fréquente, ce qu'on appelle aussi la dorure au mercure. Donc, c'est une dorure qui, au XVIIIe, se pratiquait par un mélange très fin d'or et de mercure. Bon, schématiquement, hein, l'amalgame est passé sur la pièce, on fait chauffer la pièce, le mercure s'évapore, l'or reste. Voilà. C'est schématique, c'est rapide. Voilà. Et ensuite viendra le matage qui consiste à reprendre au rifloir et au grattoir les parties mates et le brunissage à la pierre d'agate ou à la pierre sanguine pour polir ce qui doit rester brillant. Voilà. Une dernière retouche peut être la mise en couleur de l'or. C'est un procédé chimique qui vise à harmoniser les dorures de l'objet à celles des autres éléments dorés de la pièce. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la dorure au mat, qui est une dorure qui a été mise au point à la fin du règne de Louis XV, et elle connaît un très fort engouement sous le règne suivant. C'est un procédé chimique à base de sel. Vous avez ensuite la mise en couleur d'or. C'est un procédé qui ne doit pas être confondu avec la mise en couleur de l'or. C'est un bronze qui sera poli jusqu'à obtenir la couleur de l'or et puis verni pour qu'il ne s'oxyde pas. Ça, c'est pour des gens qui ont moins de moyens. Voici une étiquette de Marchand Mercier. Des étiquettes de Marchand Mercier qu'on pouvait trouver, vous voyez,
sur les différents produits qu'il pouvait faire fabriquer et vendre, vous voyez. Magasins de porcelaine, bronze, ébénisterie, glace et curiosités et autres marchandises. C'est à eux qu'on doit ces œuvres d'une grande inventivité, comme ici les lanternes, sont eux qui ont eu l'idée d'adjoindre des pièces de porcelaine à des éléments de bronze, comme ici ces lanternes, vous voyez, alors qui sont des lanternes 18e, celles-ci, qui font peut-être partie d'un ameublement livré pour Madame de Pompadour. Parce que Lazare Duvaux, on sait, livre 2 coûteuses lanternes en des 2 fleurs à Madame de Pompadour, une pour Bellevue en 1751 et une seconde un peu moins riche, puisque sans oiseau de Saxe, elle est livrée en 1752. Voilà, pour le cabinet du roi dans cette même demeure. Voilà, alors est-ce que ce sont celles-ci, mystère? En tout cas, elles sont proches dans les descriptions, vous voyez. Donc l'inventivité, vous voyez, des marchands merciers n'a pas de limite, puisque les bras de lumière qu'on voyait simplement en bronze doré tout à l'heure s'agrémentent également de fleurs, là aussi en porcelaine. Voilà. Également ce qu'on peut appeler des girandoles ou des candélabres, des chandeliers à plusieurs lumières fleuris. Ici, on a une paire de candélabres avec des oiseaux qui auraient appartenu à Madame de Pompadour, mais enfin qui ressemblent qui sont proches de ceux cités dans l'inventaire après décès de Madame de Pompadour. Et puis, vous voyez, on associe des magots, parce que la mode extrême-orientale fait fureur sous Louis XV. On associe des magots en porcelaine, alors ça peut être des magots en porcelaine chinoise ou d'autres provenances, d'ailleurs, d'autres manufactures, avec des petits bras de lumière, ça c'est extrêmement prisé. Voilà. Ou bien des perroquets, vous voyez, on multiplie là les perroquets en porcelaine de Chine avec des fleurs ou en Saxon, en Vincennes, sur des montures en bronze. Un objet vraiment extrêmement composite et qui a beaucoup de charme. On retrouve également sur ces oreillers, vous voyez, avec des bols chinois sur un plateau en lac, avec encore des personnages chinois derrière entre les 2 bras de lumière. Ce sont vraiment des objets d'une inventivité tout à fait ébouriffante pour l'époque. Voilà, mais on a même des petits écrans, vous voyez, des petits candélabres avec des écrans pour ne pas abîmer la vue. Et puis ensuite un écritoire avec des engrillés en forme de bateau, vous voyez, en forme de nef, toujours en mélange la porcelaine et le bronze. Hein, voilà. Et puis il y a ce spectaculaire porte-mouchette d'un dessin de Meissonnier dont on se demande s'il a été réalisé. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, c'est un dessin là aussi dans le goût extrêmement oriental de Meissonnier, beaucoup d'inventivité. Voilà. Et voici on parlait de fleurs blanches, en voici un fleur blanche qui est un legs de la. Alors il est réputé comme étant 18e, hein, c'est un legs de la duchesse de Windsor au château de Versailles. Après son décès, elle avait légué un certain nombre d'objets. On lui a fait léguer un certain nombre d'objets, et dont ce lustre qui est aujourd'hui dans le cabinet intérieur de la Dauphine, au rez-de-chaussée. Voilà. Puis vous voyez, encore là aussi, l'inventivité des marchands de Mercier. On prend des vases en porcelaine et on plante des fleurs en bronze à l'intérieur pour évoquer en trompe-l'œil, vous voyez, un bouquet de fleurs, collection versaillaise. Et puis ici, des vases à surprise. Alors c'est ce qu'on appelle les vases dits Dulac, parce que c'est Monsieur Dulac, le marchand Mercier Dulac, qui l'a mis au point. Donc ce sont des vases à transformation, vous voyez, en porcelaine de Sèvres. Et à l'intérieur, vous avez des bras de lumière qui pivotent. Quand on enlève le couvercle, ça évoque un brûle-parfum. Et ces bras de lumière sortent, s'échappent du couvercle, et vous pouvez les munir de bougies, vous voyez. Donc un objet à double emploi. Comme on aimait bien le faire au XVIIIe siècle. On sait que Madame de Pompadour a possédé une paire, Madame du Barry, pardon, a possédé une paire de vases comme ça. Vous en avez une paire dans son appartement aujourd'hui à Versailles. Était-ce les siens? C'est très difficile à dire. Voilà, et puis une invention typiquement marchand Mercier, ce sont des flambeaux de paravent qui étaient destinés à être posés sur les paravents, puisqu'on se protégeait beaucoup des courants d'air au XVIIIe, on vivait dans les courants d'air, et donc on pouvait s'éclairer comme ça au plus près du paravent. Un mélange, vous voyez, de lac et de bronze doré, ou alors de porcelaine et bronze doré. Voilà.
puis, ça a aussi des objets typiquement marchand Mercier. C'est le marchand Grancher qui a produit ça au Petit Dunkerque. Une paire de flambeaux, vous voyez, avec des perles, argent et encore un bronze doré, livré pour Marie-Antoinette. On connaît des modèles livrés pour elle qui ont existé, ainsi qu'une paire de bras de lumière, vous voyez, aux enfants à plateau, livrés pour Marly également, toujours pour Marie-Antoinette. Voilà. Alors, les marchands Mercier ne sont pas en reste, puisque la manufacture de Sèvres, elle aussi, a décidé de s'y mettre. Elle ne fera pas que des sujets, que des vases. Elle fait également quelques luminaires. Donc ici, cette paire de bras qui a été réalisée pour la marquise de Pompadour à l'hôtel d'Évreux, et là où on inverse complètement le rapport des matières, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de porcelaine que de bronze, vous voyez, ici sur cette paire. Voilà. Et alors là, jusqu'à faire disparaître complètement le bronze sur cette paire de vases, je ne sais pas si on peut appeler ça des vases d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Voilà, une espèce de flambeau, de lumière. Et puis bon, tout ça, ce sont des créations de Duplessis. Quand Duplessis s'en va, Thomire et Boiseau reprennent les manettes des créations à la manufacture. Ils reviennent aux fondamentaux, vous voyez, alors là, avec cette paire par exemple de candélabres en bronze doré, qui est en biscuit de Sèvres pour le personnage, et vous avez le reste, le bouquet de lumière qui est en bronze doré. C'est vers 1785. Là, on revient à des choses beaucoup plus raisonnables qui nous rappellent les productions de l'Horta qu'on a vues plus tôt. À l'étranger, on n'est pas en reste. Ici, vous avez une création viennoise, vous voyez, de luminaires avec des vases sciés en porcelaine, des Chinois d'époque Kanji, avec des montures en bronze qui sont conservées au palais du Liechtenstein à Vienne. Voilà. Et puis, on aura l'idée d'associer plus durablement les luminaires au mobilier, avec par exemple, Riesner semble s'être fait une spécialité de ce genre de choses, puisqu'ici on a une travailleuse qui est attribuée à Riesner, vous voyez, vers 1765, donc plutôt un modèle d'ébène terminé par Riesner, avec une paire de bras articulés au sommet, qui permettait de travailler avec une lumière fixe qu'on ne risquait pas de renverser. C'était l'intérêt de ce type d'éclairage. Voilà. Et puis bien évidemment, les éclairages intégrés au bureau cylindre, le bureau cylindre du roi, livré en 69, avec des figures, vous voyez, modelées par Duplessis, qui permettaient au roi d'être éclairé sans avoir des flambeaux posés autour de lui qui risquaient de se renverser ou de brûler des papiers. Voilà. Et ici, nous avons un bureau qui a été livré pour Madame Adélaïde et Madame Victoire, qui est de 76, qui lui-même est éclairé, vous voyez, par deux flambeaux de part et d'autre. Et puis un autre modèle, je vous montre plusieurs typologies de bureaux créés par Riesner. Celui-là a été fait pour le comte de Provence, livré en 74. Alors curieusement, les pieds sont droits, alors qu'il est antérieur au bureau livré pour Mesdames. Et Mesdames voulaient un bureau qui soit similaire à celui de la comtesse de Provence, qui elle avait des pieds galbés. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est des caprices de princesse. Voilà. Et puis moi aussi, j'ai décidé de jouer au marchand Mercier, donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me créer une paire de candélabres, voyez, avec des sirènes, des chevaux. Et voilà ce que l'intelligence artificielle m'a créé comme modèle. Voilà, je crois qu'elle a encore des progrès à faire. Hein, voilà. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.